sorcellerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo qui va être un petit peu en forme de vlog lecture parce que vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, si d'ici mercredi, enfin donc ce mercredi quand vous verrez la vidéo, j'ai lu 4 livres, je vais déjà avoir oublié le premier, donc je préfère le filmer au fur et à mesure et en plus c'est plus facile à monter. Astuce de monteuse. La thématique de cette semaine, on est vraiment plutôt sur du livre avec un contexte historique, peut-être un contexte de colonisation, et en tout cas, on va voyager. On va pas être pas forcément en France. On va pas être chez moi, quoi. On va pas être en France. Je vous propose tout d'abord qu'on aille se promener du côté de la Nouvelle-Zélande avec Rescapé de Fiona Kidman aux éditions Point. La couverture, c'est West Point Proud Snake de Winslow Homer. Et c'est juste un extrait, enfin, c'est un morceau de son tableau qui est bien plus joli quand il est en grand. Je vous montrerai du coup quelque part, sans doute de ce côté-là. Je vous mettrai en grand son tableau. C'est une traduction de l'anglais de Nouvelle-Zélande de Stéphane Camille. Et alors, deux petites informations à savoir sur Rescapé de Fiona Kidman. Fiona Kidman, elle nous apprend à la toute fin du livre qu'elle a obtenu une bourse. Donc j'ai l'impression que c'était un peu une espèce de bourse de recherche pour ce bouquin-là. Et on apprend aussi au tout début, il y a un petit avant-propos où elle cite Geoffrey Scott, qui devait être un explorateur de l'époque, quelque chose comme ça, qui a parlé un petit peu de on peut dire, colonisation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Par contre, lui, c'était fin 18e siècle. Là, l'action, elle se situe sur aller une 5-10 ans première moitié du 19e siècle. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié et ça, vous allez le voir dans le nombre de post-it quand même. C'est un livre que je vais sûrement garder. Ce bouquin-là, ça va être l'histoire de plusieurs personnes. Il y a déjà la famille de Betty, il y a Jackie, son futur mari, et il y a une enseignante, son enseignante qui va devenir gouvernante. La particularité en fait de tout ce monde-là, mis à part l'enseignante qui va devenir gouvernante, c'est que ce sont des convicts. Je le prononce certainement très mal. Ce sont en gros des délinquants ou des criminels anglais qui ont été condamnés à la déportation en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour ce qu'ils ont commis entre guillemets en Angleterre. Ce qu'ils ont commis étant souvent du vol. On se retrouve donc à suivre une population qui est plutôt peu instruite, plutôt rustre, chez qui, en gros, la notion de réputation, elle n'est pas tant présente dans leur milieu-là que dans le milieu qui est plutôt bourgeois, militaires, aristocrates, de ceux qui gèrent la ville, en fait, qui ont accompagné ces cohortes de convicts, qui ont aidé à construire la ville de Sydney, etc. Et si vous voulez, Betty, elle descend de convict. Elle a jamais rien fait, elle a toujours été honnête, enfin honnête entre guillemets, mais parce que je ne mets pas en doute l'honnêteté de ses ascendants. Mais Betty, elle descend de convict et Jackie, qui sera son mari, est un convict lui-même. Convict, je sais pas quand. Comme conviction. On va suivre l'histoire de Betty et de Jackie. C'est une histoire d'amour qui est assez particulière et qui va peut-être faire un peu grincer les dents. Parce que donc Jackie, après avoir été convict, il a bossé sur des bateaux, il a acquis des solides compétences, puis une certaine bonne réputation par rapport à son travail. Et ce qui fait que petit à petit, il commence un peu à gravir les échelons, à amasser un petit peu d'argent, de manière à pouvoir investir par exemple dans des baleiniers, des stations baleinières, où il massacrait en gros les baleines pour récupérer l'huile et enfin tout ce qu'il y avait à récupérer sur les baleines et il se faisait des couilles en or en gros. Et Jackie, à un moment, il a 30 piges et il se dit, faudrait peut-être que je me marie. Et il héberge depuis un moment une nana. Alors, je vais sûrement me perdre dans tous les prénoms, donc je vais l'appeler la tante. La tante de Betty qui est une femme qui n'a pas une très très bonne réputation parce que
Elle est, grosso modo, elle est souvent amoureuse, elle n'est pas forcément très fidèle et elle fait un gosse tous les ans, je résume. Euh, et Jackie, il héberge cette femme-là, les enfants. La mère de Betty, elle a eu 2 mariages, il me semble. Donc il y a Betty qui fait partie de la première fournée d'enfants, dont elle va se débarrasser. Donc Betty va être élevée avec son frère David, il me semble, et sa sœur avec sa grand-mère qui a eu une grande importance dans sa vie. C'est sa grand-mère qui l'a élevée et elle s'en souvient assez régulièrement. Et cette femme-là, en fait, elle va se marier avec avec un autre homme et avoir d'autres enfants par la suite. Et c'est un peu la même chose chez la sœur qu'héberge Jackie. Et si vous voulez, quand la grand-mère, en fait, elle commence à prendre de l'âge et qu'elle se dit, je suis plus en état, en fait, de m'occuper des enfants, il, en fait, elle va garder Betty avec elle, parce que Betty, elle a 12 ans, et elle va mettre les plus petits en orphelinat pour que quelqu'un s'en occupe. Et Betty, en ayant 12 ans, peut s'occuper d'elle aussi. Ce qui, dans le fond, n'est pas non plus un mauvais calcul. Et Jackie va rencontrer en fait Betty par le biais de la grand-mère qui est un peu une figure locale. Et cet homme de 35 ans va tomber amoureux de Betty qui n'en a que 12. Comme il a de l'argent, il va dire, enfin lui en fait quand il la rencontre, il se dit, enfin cette fille-là, ça va être ma femme. Donc on va dire, il fantasme un petit peu sur elle, il projette sur elle. Et elle est encore trop jeune, enfin elle est innocente, elle est trop jeune pour se rendre compte de ce pouvoir en fait qu'elle a sur lui. Et qu'elle n'a pas forcément sur les hommes de manière générale, hein, mais sur Jackie, elle a ce pouvoir-là. Et comme il a de l'argent, en fait, il dit à la grand-mère, bon, bah, tenez, je vous donne de l'argent, et vous allez, enfin, il faut que la gamine elle apprenne à lire, écrire, compter. Donc, la grand-mère a fait ça, la gamine elle va apprendre à lire, écrire, compter, et c'est par ce biais-là qu'on rencontre Adeline. Adeline qui est une vieille fille, le stéréotype de la vieille fille de l'époque, la fille qui est un peu moche, qui est un petit peu coincée du cul en gros, qui est assez jugeante, et qui pourtant rêve de mythologie grecque, qui a visité la Grèce et compagnie, et qui est plutôt d'une bonne famille, elle, famille pas de convicts, pas de prisonniers, pas de délinquants. Son frère, son frère est quelqu'un de plutôt aisé aussi, un propriétaire terrien. Et, et en fait, l'enseignante ne supporte pas Betty parce que Betty est grande gueule. Mais Betty est grande gueule quand elle a raison. Donc quand elle s'impose, c'est qu'elle sait que ce qu'elle dit est vrai. Elle est convaincue de ce qu'elle annonce. Donc on sent tout de suite que ça s'accroche en fait entre l'enseignante et la gamine qui est trop grande gueule. Betty, elle épouse du coup Jackie. Non, elle l'épouse même pas. Parce qu'en fait, ils ne sont jamais passés devant le prêtre. Mais ils partent assez précipitamment s'installer dans une station balnéaire. Donc ils sont du coup en Nouvelle-Zélande et plus en Australie où c'est un petit peu chaud patate parce qu'avec les Maoris, en fait, régulièrement, dès que la saison baleinière est terminée, qui retournent vivre en Australie, à Sydney, le village en Nouvelle-Zélande, ils peuvent être sûrs que tout crame. Ce qui fait que quand ils y retournent, il faut qu'ils reconstruisent tout. Et ça va être ça comme ça à chaque saison. Et, et, euh, et je trouve qu'ils sont assez attachants et assez ambivalents, ce petit couple de Betty et de Jackie. Donc Jackie, on est sur un homme qui est adulte, qui a de l'expérience, et Betty, en fait, une fois qu'elle est mariée avec lui, elle se rend compte de son pouvoir, en fait, de séduction sur lui. Et il y a je pense il y a une vraie affection, un véritable amour qui se noue entre eux. Et c'est ultra rugueux, hein. Leurs conditions de vie quand ils sont en Nouvelle-Zélande, c'est compliqué, hein. Parce que déjà pour y aller, ils se prennent des tempêtes et compagnie. Enfin, c'est vraiment super compliqué. Donc il y a 2 enfants qui naissent, il y a un aîné qui a John, après il y a une petite
Après, il y a une petite. Et par rapport à leur rapport avec les Maoris, le truc que je trouve très intéressant, c'est que Jackie, donc le mari de Betty, il baragouine en fait quelques mots de maori. Il connaît deux trois coutumes, mais il les fréquente pas plus que ça. Il les fréquente juste de manière à pouvoir en fait en retirer quelque chose, c'est-à-dire embaucher des gars sur son bateau ou sur sa station baleinière. C'est enfin pouvoir négocier avec eux, des choses comme ça. Il se mélange pas. Il se mélange pas. Je crois que c'est quand depuis qu'il est arrivé en Australie qu'il a rencontré. Je vais pas dire les noms parce que je les ai pas retenus. Il a rencontré un Maori qui est un roi, donc un chef de tribu. Et ce gars-là, il est décrit assez rapidement comme une personne qui est très insaisissable. On ne sait pas trop ce qu'il veut. C'est pas le gars sur qui on peut compter parce qu'il peut autant être votre allié et vous être loyal que quand le vent tourne, lui aussi, il tourne sa veste. Et si vous voulez, Jackie, il a des rapports assez cadrés avec les Maoris. Chose qui est différente du côté de Betty et de Charlie, Charlie, je ne sais pas comment ça se dit, qui est le petit frère de Jackie, qui sera aussi un convict et qui arrive un peu plus tard dans l'histoire. Et du côté de Charlie et de Betty, ils vont avoir des rapports plus de compréhension, d'empathie, voire même de commencer à vivre un peu comme les Maoris, commencer à comprendre leur façon de penser, etc. Et ne pas les voir comme des sauvages, en gros. Et en fait, ce qui se produit, c'est qu'à un moment, euh, de temps en temps, en fait, les Maoris, s'ils peuvent attaquer des Blancs et leur piquer des trucs, ils le font. Et à l'inverse, les Anglais, entre guillemets, enfin les Australiens, quand ils peuvent un petit peu aller cramer un village, ils le font aussi. Enfin, les rapports sont pas du tout apaisés. Et parce qu'il me semble aussi que, enfin, d'un côté, il peut y avoir, enfin, les convicts, les soldats, etc. C'est pas les aristocrates et les bourgeois, mais de l'autre côté, ce sont des peuples qui sont guerriers. Déjà entre eux, les relations ont l'air très complexes. Et, et c'est vraiment tout à fait une autre coutume. Et c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant là-dedans. C'est un peu la découverte de l'altérité, de l'autre dans son altérité. Et si vous voulez, par exemple, on a un truc c'est assez classique où les Blancs, ils peuvent coucher avec une femme maori. La femme maori, par contre, elle est plus acceptée après dans son village. Et par contre, un Maori qui convoite une femme blanche, ou l'inverse, ça passe pas trop. Et comme leurs rapports sont pas apaisés, à un moment, ils subissent une attaque et il y a un massacre au niveau des Anglais. Un massacre qui est fait avec les fusils, enfin les mousquets et les barils de poudre qu'ils échangent. Et ils enlèvent Betty, les deux enfants. Ils enlèvent le frère de Jackie aussi. D'autres gens qui bossaient sur la station balnéaire également, qui sont réduits en esclavage ou qui sont aussi potentiellement mangés parce que ça fait partie de leur culture de manger l'ennemi. Et enfin, il y a vraiment le cannibalisme, il est vraiment ancré dans leur culture et dans leur système de croyance. J'ai pas le souvenir de savoir pourquoi, mais il y a cette méfiance-là du côté du blanc, de se faire manger, entre guillemets. Et en fait, Betty et ses gamins va rester des mois là-bas. Parce que au niveau de la saison, en fait, il y a tellement de tempêtes que c'est une grosse galère de repartir en Australie et de revenir. Parce que, enfin, ils risquent de se faire. Oui, il y a eu un naufrage d'ailleurs. Ils ont été naufragés. C'est pour ça qu'ils ont été attaqués. Elle n'a pas trop le choix. Elle va rester quelques mois prisonnière des Maoris. Et sa facilité, en fait, c'est le fait que déjà, elle parle quelques mots. Elle est respectueuse, même si elle a pas.
forcément, elle n'a pas un comportement de femme maori, etc. Donc, il y a souvent une incompréhension mutuelle par rapport à des réactions à certaines choses. Mais on sent d'un côté une espèce de curiosité et de bonté de la part de la tribu maori. Et une fois que Betty va un petit peu mieux, parce qu'elle a eu une trouille pas possible et puis qu'ils ont failli la tuer surtout, ben, elle essaie de dépasser tout ça, puis il faut bien rester là, donc il faut bien que ça se passe le mieux possible. Donc, je ne dirai pas plus que ça. Sauf que la Miss, quand elle revient avec ses enfants, c'est le regard de sa société sur elle qui change. Parce que déjà, c'est quelque chose qui a été médiatisé. Le fait que le capitaine Guard va récupérer, enfin le capitaine Jackie Guard va récupérer sa femme, prisonnière des Maoris, donc ça défraye la chronique, etc. Elle revient, elle est vue comme une bête curieuse, elle fait sensation, etc. Elle est célèbre. C'est une célébrité qui a un peu un goût de cendre quand même, et c'est pas quelque chose qui est facile pour elle à vivre. Et en fait, ni Jackie ni Betty ne communiquent vraiment sur ce que l'un et l'autre ont vécu en l'absence de l'autre. Ce qui fait qu'ils ont des soupçons. Et c'est les soupçons en fait dont toute la société parle. Autant les convicts du quartier pourri des Rocks que les aristocrates ou les bourgeois, les propriétaires terriens de Sydney. C'est qu'est-ce qu'elle a fait pour survivre? Est-ce qu'elle a couché avec un noir? Ce qu'ils les appellent, ils peuvent les appeler les noirs, les Maoris. Et donc ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et le truc vachement intéressant, c'est que là-dedans, il va y avoir une amitié improbable qui va surgir. C'est que Adeline ressurgit, je ne sais plus exactement comment, dans la vie de Betty. Betty, où on sent qu'elle a besoin de parler de tout ça. Elle a besoin d'exorciser un petit peu tout ça. Elle n'est pas forcément traumatisée, mais elle a besoin de parler. Et en fait, elle va parler un petit peu sans interruption à cette enseignante. Elle pouvait pas se blairer hein, quelques années auparavant. Mais il y a une amitié vraiment improbable et puis complètement cohérente qui sort de tout ça parce que on se rend compte que l'une comme l'autre ont vraiment gros sur le cœur et ont besoin de parler. Donc Betty parle de son enfance, de sa grand-mère, de l'histoire de sa grand-mère, de l'histoire de Jackie, comment ils sont arrivés en Australie, de ce qu'elle a vécu là-bas. Parce que tout le monde se... Personne n'a la réponse de est-ce qu'elle a couché avec un noir? Est-ce qu'elle a été fidèle à son mari? C'est vraiment une super belle histoire, je trouve. C'est très dépaysant. J'ai vraiment aimé la construction entre le passé, les allers-retours entre le passé et le présent. On a des échanges de lettres, on a des extraits de journal, du journal, c'est pas vraiment un journal intime, c'est un peu un journal de bord de Jackie. Et c'était vraiment, vraiment très intéressant à lire. J'ai envie de vous dire quelques petits bouts du coup, parce que je vais peut-être pas tout vous lire, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un petit peu dans le prolongement de cette citation-là. Je suis juste une femme dénudée par des sauvages. Il y a le thème de la honte. Écoutez-moi. Je pourrais dire que je suis innocente. Je suis juste une femme dénudée par des sauvages. Qu'auriez-vous fait? Vous ne comprenez pas? Je suis une héroïne. Tous les journaux vous le diront. Vous avez vu un petit peu cette force de caractère? J'adore. Par rapport à l'attachement de Betty à sa grand-mère, c'est un truc qui est très mignon. Où là on touche, on frôle un petit peu quelque chose un petit peu fantastique, un peu sur le système de croyance de la personne. J'ai rêvé de ma grand-mère, ce qui est la vérité puisque je rêve d'elle presque toutes les nuits. Elle est comme un petit moineau aux plumes foncées qui sautille au bord du sommeil, me réprimandant quelquefois, me complimentant le plus souvent, car Granny croyait en moi. J'étais son enfant extraordinaire. Granny, c'est avec elle que tout commence. Il n'y a pas d'histoire sans Granny. C'est la personne qui m'a aimé le plus sincèrement et ne m'a rien demandé en échange, et maintenant elle n'est plus là. Elle me parle depuis sa tombe, et sans elle, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Granny Pugh
est au centre de tout ce que je peux raconter de ma vie avant que j'épouse Jackie Guard. Par rapport à justement son rapport à la nature, c'est une nature qui n'est pas facile, hein. Quand elle est à la station baleinière, pas balnéaire, baleinière. Donc c'est dans une crique où ils vont piéger les baleines en retenant les baleineaux et donc ils massacrent les baleines et je pense qu'ils tuent aussi le baleineau pour... enfin bref, c'est pas très... hein. Dans la station baleinière, Elisabeth, Betsy, Betty, elle était née de nouveau dans cet endroit. Donc Elisabeth, c'est son nom de naissance, on l'appelle Betty ou Betsy, et les Maoris l'appellent Petty parce que le B n'existe pas dans leur alphabet. Ils n'arrivent pas à prononcer le B. Et sur le rapport entre Betty et Adeline, donc, qui était son enseignante, elle pouvait pas se blairer quand Betty avait 12 ans. Et quand elle se retrouve, en fait, Betty, elle a vécu tout un tas de choses. Adeline lui dit: Il est vrai que je suis captivée par votre histoire, et qu'une femme de mon âge, qui n'a toujours vécu qu'en bordure de l'existence, est vouée à se comporter avec extravagance quand elle croit enfin avoir touché la réalité. Je vous ai dit que Jackie, un des premiers Maoris qu'il a rencontré, c'était le chef d'une tribu, un roi, qui s'appelle, je vais sûrement le prononcer très mal, Te Raupara. Te Rauparaa. Sur le rapport entre Jackie et ce Maori, Betsy peut dire: Le contenter, c'est ce qu'a fait Jackie. Te Rauparaa était devenu notre protecteur quand cela lui convenait. Mais ainsi, il a déclenché toute la fureur de ses ennemis. Ah, et là, une description de la station balnéaire. La baie serait la même, comme les îles à l'entrée du port. J'aimais déjà ce pays, comme si on m'avait mise au monde pour vivre là-bas. Un extrait du journal de John Guard. Donc John, c'est Jackie. Ce qui est arrivé n'aurait pas dû nous surprendre. Les choses n'avaient fait qu'empirer depuis que nous nous étions échoués. Donc là, c'est juste avant que sa femme et ses enfants soient enlevés. Le saccage que nous avons subi était un mourou, un pillage pour se venger d'une offense. Les hommes qui avaient déserté notre groupe sont morts maintenant, et qu'ils aillent au diable. Je les entendis rire de ce qu'ils avaient fait dans le pas, mais ils n'en étaient pas moins morts de peur. Je savais que rien de bon ne pouvait en résulter. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils les avaient laissés revenir, mais maintenant je sais. Ils nous voulaient tous d'un coup. Ils voulaient que nous sachions ce qui avait été fait, et ce pourquoi nous serions punis. Il faut dire que beaucoup de Maoris n'aiment pas les chasseurs de baleines. Je l'ai souvent ouï dire, et parfois avec de bonnes raisons. Mais les baleiniers n'ont pas commis que des injustices. En général, ce sont des histoires liées aux femmes. Il y a une expédition du coup qui se monte avec des militaires pour aller récupérer Betty et les enfants et d'autres membres d'équipage qui ont survécu. Et là, c'est un petit peu les... C'est très politisé et c'est très médiatisé surtout. Et ce qui se fait habituellement, c'est un échange de rançon. C'est récupérer la personne qui a été enlevée contre une rançon. Une rançon en armes, en poudre, etc. La chaloupe de Lambert est venue se mettre à hauteur de la nôtre. Il n'y a pas de rançon, il a dit. Nous ne verserons jamais de rançon, ni aujourd'hui, ni demain, pour quelqu'un qui nous revient de droit. Quoi qu'il en soit, je voulais récupérer ma femme. Alors j'ai dit à Lambert, peut-être, qu'on pourrait leur donner quelque chose, ne serait-ce qu'une petite babiole. J'ai des ordres, Gouard, a dit Lambert, comme si j'étais un simplet. Du gouverneur. Il n'y aura pas de rançon. Vous le savez depuis le début. Et bref, c'est vraiment, je trouve, un roman qui est très bien construit, avec des allers-retours à différentes périodes du passé et un présent qui est plus linéaire, avec ces échanges de lettres entre pas mal de gens, avec les extraits du journal de Jackie Guard, etc. Euh, c'est des trucs qui sont pas évidents. Ça, je pense que c'est un livre qui ne peut pas vous laisser indifférent, mais j'ai vraiment aimé ces personnages-là. Même Addie, hein. Addie, c'est Adeline, c'est l'enseignante qui est devenue gouvernante. C'est un peu une pauvre fille aigrie, on va dire. Elle est présentée comme ça, en tout cas au début de l'histoire, mais elle évolue en fréquentant Betsy. Et c'est pas des gens qui sont faits
pour être... c'est pas des gens qui sont faits pour être appréciés, c'est pas des personnages qui sont faits pour être aimés, mais c'est des personnages qui sont profondément humains et qui sont mis dans des situations qui sont très compliquées pour eux, et qui font un peu ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et ouais, c'est un très très bon livre. Et je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 35 minutes de rush. Nous sommes le même jour et je vous propose une deuxième lecture qui vient s'incruster dans ma liste de l'Adventure Book Challenge. Parce que donc le premier livre dont je vous avais parlé, là, Rescapé, de Fiona Kidman, ça pouvait entrer dans Buffet à volonté, donc c'est tout ce qui te plaît. Et effectivement, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Et en fait, je viens de finir la lecture du livre audio de Cathy, de Michael McDowen, qui est aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc c'est un livre audio qui a été fait chez Audible. Et je ne sais plus qui c'était la narratrice, je vous le mettrai en barre d'informations. Il y avait une seule narratrice, il y avait un peu d'habillage musical entre les chapitres. C'était des chapitres qui étaient assez courts, hein. C'était des chapitres entre 7-8 minutes et une vingtaine de minutes. Il y en avait 56 et la narratrice faisait en fait toutes les voix. Je crois que c'était Aurélie Brousse, quelque chose comme ça. Et bref, Cathy. Cathy, c'est... Ah, j'ai pas envie de vous dire qui c'est parce que en fait c'est trop drôle parce que la manière dont le personnage est présenté. Donc j'ai un tout petit peu parlé de ce livre-là dans ma vidéo de mercredi dernier, qui était sur moi qui découvrait Nextory, qui est une application de livre audio. Et si vous voulez, bon, on va le découvrir assez rapidement, mais Cathy, elle est présente dans le prologue. Et elle est présentée en fait d'une manière où vous allez... Enfin, moi, c'est le cheminement que j'ai eu. C'est que je commençais à me dire un peu « Oh, pauvre gamine !» Et après, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait... Cathy, c'est à la fois l'histoire de Cathy, mais surtout de Philomela, avec un L et pas avec un N, pas comme Philomena Fletcher, un personnage à moi. Philodax, donc Philomela Dax, c'est une jeune femme qui appartient enfin qui vit seule avec sa maman, qui est une famille pauvre. Et la maman de Philo a été mise de côté de sa famille, donc du grand-père, parce qu'elle a fait un mariage qui n'était pas considéré de manière très positive, ce qui fait que le grand-père il a choisi de couper les ponts avec sa fille, donc avec la maman de Philo. Ce qui fait qu'après que ce papa-là, ce mari qui n'était pas le bon, mais qui est quand même le papa de Philo, donc après qu'il décède, qu'il soit décédé, la maman de Philo et Philo sont gentiment allés dans une précarité de plus en plus importante, où clairement un sou est un sou, elles ont du mal à joindre les deux bouts, etc. Et ça fait un peu Dickens au niveau de l'ambiance, même si c'est aux États-Unis. On sent que c'est vraiment la pauvreté, mais la pauvreté qui est honnête, qui est travailleuse, etc. Jusqu'au jour où la maman de Philo, elle reçoit un courrier de son père, donc le grand-père, Monsieur Dax peut-être aussi, je sais plus, qui dit en gros, au secours, en gros, je suis malade, les gens qui s'occupent de moi me font peur, viens m'aider. Et c'est Philo qui décide d'y aller. Donc ils prennent un petit peu dans leurs économies pour que Philo aille aider son papa. Et en fait, elle se rend compte effectivement que une fois qu'elle arrive dans la ferme de son grand-père, qui est quelqu'un de plutôt aisé, d'aisé même, elle se rend compte que les gens qui sont à son service sont des gens qui sont profondément malhonnêtes, voire dangereux. On a une petite famille comme ça, alors j'ai complètement mangé les noms, mais je crois que le père c'est John, la belle-mère c'est Anna,
et Cathy, c'est la fille. Et si vous voulez, c'est une famille de gros psychopathes. Je sais pas comment le dire mieux, mais désolée pour les personnes qui souffrent de psychopathie. Mais c'est des gens qui n'ont pas de morale, qui sont pas forcément très futés, plus la belle-mère. Heureusement que la belle-mère est là en fait. Mais je trouve que c'est extrêmement fin sur le plan de l'étude psychologique de ces personnages-là. Le fait qu'ils oublient, enfin c'est pas important quoi. Parce que c'est des gens qui vont tuer pas mal de gens pour leur voler des choses, etc. Ils vont se retrouver à la tête à un moment d'une quand même sacrée fortune, mais au final ils en font rien. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un truc dans leur gamelle et puis aller au théâtre parce que le théâtre c'est sympa. Moto. Et c'est quoi le rapport là-dedans avec Philo? Mais là, c'est que ce couple-là, ce couple et cette fille étaient très pressés que le grand-père meure afin qu'il puisse leur léguer des choses. Donc ils ont un peu accéléré la procédure, on va dire. Sauf que c'est Philo qui est accusé du meurtre et que eux, ils ont piqué la thune. Ce qui fait qu'il y a toute une espèce de course-poursuite avec Philo qui en a très peur, qui en a de plus en plus peur. Et les autres, en fait, c'est une espèce de fuite en avant qui est meurtrière. Mais je rigole, mais c'est écrit d'une manière qui est très drôle, en fait. C'est très drôle parce que du côté de cette petite famille meurtrière, c'est complètement banalisé. C'est qu'à un moment, ils se disent tuer au marteau, quand même, ça laisse des traces. Du coup, la fille qu'on achetait dans le fleuve, les gens, ils savent qu'elle ne s'est pas noyée. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, à un moment, ils expérimentent un petit peu différents moyens de tuer les gens pour que ça ne se voit pas trop qu'on leur a défoncé le crâne à coups de marteau. Et si vous voulez, il y a un côté, en fait, volontairement gore, mais c'est tellement décalé que ça peut ne faire que rire. Donc vous avez d'un côté quelque chose qui est assez comique comme ça, comique un peu grinçant forcément du côté de cette famille meurtrière, et de l'autre côté on a Philo qui est courageuse, qui est raisonnable, qui est travailleuse, qui est honnête, etc. Qu'on aime beaucoup en fait, même si elle peut être dans le jugement, parce que par exemple au cours de son périple, à un moment elle va échouer entre guillemets à New York, se rendre compte que ah bah oui, la vie à New York elle est quand même vachement chère, se rendre compte que les nanas qui vivent dans la pension de filles, comme elles n'ont pas une thune, que la vie est chère, et ben elles sont plus ou moins des escortes entre guillemets, voire même des prostituées. C'est très très subtilement amené, donc on ne sait pas exactement si elles se font entretenir entre guillemets comme des poules ou des coquettes comme on disait à l'époque. Poule c'est plus tardif je pense, ou c'est plus ou moins de la prostitution, on ne sait pas trop. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit, mais c'est quelque chose qui est complètement dans les mœurs. Et alors qu'on est dans une société, c'est pas victorien parce que on est aux États-Unis, mais on est dans une société qui est quand même relativement puritaine. C'est pas bien de faire des choses sous les draps avant le mariage, etc. C'est pas bien de tuer des gens non plus. Bon, ça c'est pas très puritain. Hein. C'est assez universel ça, c'est pas bien de tuer des gens. Mais Philo qui sort un peu de sa campagne, hein, de sa cambrousse même, je dirais, elle a un côté droit, voire même un peu jugeant des fois, sur ces jeunes filles qui comme elle, en fait, galèrent à remplir le frigo et à payer leur loyer. Et il y a un truc qui est... j'ai trouvé ça vraiment sympa. Enfin, c'est très, très, très agréable à lire. C'est un bouquin qui est très joli, donc j'ai la couverture qui est apparue quelque part autour de moi. Et je sais que Monsieur Toussaint Louverture, en tout cas cette maison d'édition, elle a décidé de tout publier de Michael McDowell, il me semble, pas Dowen,
parce que c'est l'auteur de Blackwater normalement, oui notamment, et des Aiguilles d'or. En résumé, ce qu'ils disent sur leur site, c'est imaginer un Sweeney Todd au féminin, scénarisé par Hitchcock et mis en scène par Tarantino. Au programme, séance de divination, soirée spectacle et coups de marteau. Parce qu'une des capacités de Cathy, à part défoncer des crânes à coups de marteau, c'est de connaître l'avenir en touchant les gens. Connaître leur avenir. Et de pouvoir dire, ah, vous sortez avec un monsieur qui a une moustache noire, ben, il sort avec la coiffeuse de la 5e. Et en fait, elle tombe toujours juste, Cathy. Elle a un côté hyper flippant par rapport à ça. Et c'est vraiment, vraiment très drôle. Très drôle c'est très drôle à lire. C'était très drôle à écouter aussi. Hommage de Michael McDowell au Penny Dreadful, excitant et sans pitié de l'ère victorienne, et thriller bourré d'action et de rebondissements. Cathy est une jubilatoire danse macabre à travers l'âge d'or américain. Au-delà de la cupidité et de la brutalité, de la gentillesse et du désespoir, Michael McDowell, qui est né en 1950 et mort en 1999, je pensais qu'il était plus vieux. Je pensais que c'était beaucoup plus ancien que ça. Je pensais que c'était une époque. Créateur des mythiques Beetlejuice, je ne savais pas, et Blackwater, nous offre avec Cathy une lecture effrénée à la croisée de Stephen King et Jane Austen. Parce qu'il y a une histoire d'amour qui naît, qui est très jolie, qui est vraiment très très mignonne. Donc, et nous embarque dès les premières pages dans une cavalcade aussi sanglante qu'imprévisible. Là, je peux totalement vous valider cette phrase-là parce que jusqu'au bout, je ne savais pas si ça allait finir bien ou mal. Ça pouvait tout autant finir avec cette famille de tueurs qui finit par tuer tout le monde et puis par s'en sortir, que ça pouvait finir très bien. Je ne vous dirai évidemment rien du tout, mais et en fait, il s'est inspiré des Bloody Menders, une macabre famille responsable d'une dizaine de meurtres de voyageurs au Kansas en 1870. Et ils n'ont jamais été appréhendés, il y a un côté assez mythique. Bon, je ne les connais pas, mais c'est une lecture que je vous recommande à 1000%. En plus, c'est un bouquin qui vient de sortir, qui n'est pas cher. Il me semble que c'est un espèce de poche. Il est à 12,90, mais je pense que c'est un format poche qui n'est pas gros du coup. Et je sais que par exemple pour les Blackwater, il y en a 6, ils sont un peu moins chers. Donc je vous conseille vraiment de vous plonger un petit peu aussi sur ce qu'ils font. Donc les Blackwater, ils sont à 8,40€ pièce. Donc 8,40 x 6, je vous laisse faire le calcul. Et voilà, bref, je suis convaincue de chez convaincue par Michael McDowell et par cette maison d'édition. Que je suis en train de baver sur leur site, là, faut pas parce que faut que j'arrête d'acheter des bouquins, dit-elle alors qu'elle vient de faire une commande de 5. Cathy de Michael McDowell, c'était pour Histoire au coin du feu. Thriller, horreur, frisson, c'était dans Sac de rando et apéro de l'Aventure Book Challenge. Très belle lecture, très bonne lecture. Je suis tout épatée. Et je vais commencer, j'ai lu un chapitre du Jardin des secrets de Kate Morton. Je vais m'arrêter là, à tout de suite pour la suite, et je vais essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue, ce qui est mal barré. À tout de suite. Coucou par ici, nous sommes le mardi 23 juillet et je n'ai pas fini, mais aucun des livres que j'ai commencé. Donc j'ai commencé Le Jardin des secrets de Kate Morton, mais vraiment pas beaucoup. J'ai à peine lu 50 pages, c'est pas mal. Il y a vraiment un grand secret de famille qui est révélé. Il y a une double période, une période contemporaine sur... je crois qu'elle est décédée, en fait, la personne dont il est question. Et quand cette personne-là était jeune. Et on apprend en fait que la petite fille abandonnée, elle a été recueillie par... c'est une petite fille qui a été abandonnée, une petite fille de 4 ans, qui a été confiée à une conteuse qui raconte des contes et qui devait se cacher sur un bateau en partance pour l'Australie, si je me plante pas. Oui, c'est ça.
Et donc la petite fille, elle devait pas bouger, etc. Mais il y a eu des enfants qui sont sortis, ce qui fait que la petite fille, elle a couru un peu après les autres enfants. Une fois que le bateau s'est vidé, qu'elle est descendue aussi, les quais se sont vidés et il est resté une petite fille de 4 ans avec une valise blanche. Ce qui fait que quelqu'un qui bossait sur le port a recueilli cette petite fille et ils l'ont adoptée. Et de ce que j'ai compris, ils l'ont adoptée et élevée comme leur fille, mais ça n'a jamais été officialisé. Donc c'est une gamine qui n'a aucune identité. Le seul truc qui pouvait la rattacher à son passé, c'est sa valise. Et ça, on l'apprend donc dans les 4 premiers chapitres. C'est vraiment sympa. Il y a... ouais, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et autre chose que j'ai commencé à lire aussi, c'est La malédiction de la pie-grièche de Céline Nio. On est chez Publish Room. Là, j'ai beaucoup plus avancé parce que je suis à 126 pages. En gros, je suis au début de la deuxième partie. Il y en a 5 ou 6, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il y a un... Il y a 5 parties. Je suis au début, qui ont l'air à peu près tout équilibrées en termes de taille de taille. Mais bref, là on est aussi sur une double temporalité parce qu'on suit l'histoire de Gonzague, qui est viticulteur dans le Saumurois et qui en fait devait faire des travaux d'extension de ses caves. Sauf que les travaux en fait tombent sur, enfin les personnes qui devaient creuser le tuffeau, parce que s'il y a des caves troglodytes, tombent sur un sarcophage dans lequel il y avait un squelette. Donc sarcophage, squelette, tout s'arrête et l'INRAP, donc ceux qui protègent Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP intervient, récupère les ossements et tout s'arrête. Donc Gonzague, il est un peu chonchon parce que ça l'arrête dans son travail, ça le dérange, enfin il y a de l'argent qui rentre pas, les travaux qui n'avancent pas, donc ça le bloque, donc ça le dérange. Et en parallèle, il y a une histoire où on suit Marguerite qui est une jeune fille. Là on est, si je compte bien, ouais, la louche, on est 700 ans plus tôt. Plutôt dans le même coin, peut-être pas, je sais pas si on est exactement dans le même village, j'ai pas capté. Enfin, j'ai pas fait attention. En général, moi, vous pouvez me mettre sur une carte, je fais pas gaffe, hein, je suis l'histoire. Ils sont, allez, s'ils sont pas exactement au même endroit, ils sont à peu de choses près, pas loin. Et Marguerite, c'est la fille aînée d'une fratrie, ils sont 6, 7, 8, un truc comme ça, donc au Moyen-Âge. Ce sont des paysans qui travaillent pas mal, etc. Il y a plusieurs nobles qui passent par là. Il y a un truc qui se passe qui effraie un des chevaux qui se met à se cabrer. Le noble qui est tout... Je crois qu'il était habillé en armure, etc. se pète la tronche, mais grave, au point où on pense... Enfin, c'est très grave en fait, on pense qu'il va mourir. Le cheval est très blessé, il se fait abattre, etc. Et... il y a peut-être de la guérison miraculeuse là-dessous, mais est-ce que c'est bien miraculeux ? Est-ce que c'est bien un ange qui est apparu pour soigner le noble ? Est-ce que c'est pas une affaire de sorcellerie ? Je ne sais pas, là où j'en suis. J'espère que je ne dévoile pas grand-chose, pas trop. Mais très prometteur, j'aime beaucoup. Ce qui fait que je clôt ici cette vidéo. Il y en aura une autre la semaine prochaine. Je pense que, comme je vous l'avais annoncé là sur l'onglet communauté, enfin c'est pas que je pense, c'est que dimanche il va y avoir les derniers chapitres du Fantôme de l'Opéra, le dernier vlog lecture du Fantôme de l'Opéra dont la lecture va s'achever. Et lundi il y aura enfin les derniers chapitres des caractères de la bruyère, que je trouve très intéressant, mais honnêtement, c'est long quoi. Donc, mais je les trouve super intéressants. Je suis en train de me demander si je ne vais pas en faire quelque chose. Mais bref, ce qui fait que la ressourcerie va prendre un rythme estival sur les prochaines semaines.
J'hésite encore à pas faire un peu de contenu vidéo sur le mercredi. Sans doute que sur le mercredi, peut-être sur le jeudi sur de l'écriture, ça dépend de mon état d'avancement parce que là je rame encore plus. Donc prochainement je vais parler de La malédiction de la pie-grièche et du jardin des secrets de Kate Morton. Donc La malédiction de la pie-grièche de Céline Niau et le jardin des secrets de Kate Morton. Parce qu'ils entrent tout à fait dans des catégories du challenge Adventure Book Challenge qui était organisé par Steph de Piketty ou Piketty Booking sur YouTube, Steph de Piketty sur Instagram. Je vous souhaite donc une très bonne journée et profitez du soleil. Alors je fais le point météo à chaque fois, j'ai l'impression on a beau aujourd'hui, hein, donc peut-être que demain je vais aller au soleil. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!